Bienvenue dans cette seconde partie. Alors, petite pause, petite question provoque pour commencer. Est-il légitime de se demander si Ahmed Baba était un authentique philosophe, ou plutôt un simple commentateur des Écritures saintes, ou encore un spécialiste du droit musulman? Oui, merci également pour cette question. Provoque en effet, mais provocative au bon sens du terme. Parce que nous l'avons dit, on est revenu sur le fait qu'il ne fut certes pas philosophe de formation, mais sa production théorique fut largement imprégnée de philosophie morale et bien sûr de théologie. En ce sens, on ne peut pas dire que ce fut un commentateur, et encore moins un simple commentateur, car interpréter un texte de façon méthodique, c'est déjà faire donc de l'herméneutique ou de l'exégèse. On parle d'herméneutique philosophique, on parle d'herméneutique théologique. Je dirais, en ce qui concerne Ahmed Baba, qu'il fut un hermeneute théologique. À juste titre, donc, Baba peut être ainsi classé par les fondateurs de la philosophie africaine islamique, ou du moins de la philosophie islamique africaine. Comme je le disais, il y a des branches philosophie qu'on appelle herméneutique, philosophie théologique, exégèse théologique, exégèse religieuse, et donc, tout cela, même si en apparence ça semble un peu tautologique, montre bien que, justement, interpréter des textes, comme je l'ai indiqué, de façon méthodique, rigoureuse, avec des instruments de la pensée, avec des instruments de la connaissance, que celle-ci soit une connaissance strictement philosophique ou strictement théologique, montre bien qu'il ne s'agit pas simplement de simples commentaires. L'apport théorique de Baba fut significatif non seulement dans l'élaboration d'une conscience historique propre à Tombouctou, d'une jurisprudence et plus largement de ce qu'on peut considérer comme une science islamique informée par les réalités sociologiques et politiques du Soudan, au sens de l'époque, à savoir l'Empire Mali et tout le monde noir d'Afrique de l'Ouest de cette époque. Mais la production ou le travail d'interprétation d'Ahmed Baba ont également contribué largement à l'enseignement et à la construction d'une épistémologie de la connaissance de l'Empire Songhai et du Soudan par extension de cette époque. Voilà, c'est passionnant, c'est passionnant, merci. Luc, dans son traité sur l'esclavage, Ahmed Baba souligne l'égalité de tous les croyants musulmans devant Dieu, quelle que soit leur origine et la couleur de leur peau. Mais il ne condamne pas la pratique de l'esclavage en tant que telle. Selon lui, elle reste légitime pour les non-musulmans. Et donc la question pour le pensionnaire du XXIe siècle je suis, Ahmed Baba peut-il être esclavagiste et humaniste? Alors je dirais d'emblée non, parce que sa réponse et sa réflexion furent un peu plus nuancées que cela. Je voudrais rappeler un peu le contexte et dire exactement de quoi il s'agit. On a dit au début de l'émission, Ahmed Baba fut exilé au Maroc après l'invasion de l'Empire Songhai. Il y est resté plusieurs années, mais tout le temps qu'il fut au Maroc, c'est là-bas en fait où il a écrit son grand traité, peu après sa libération et son retour à Tombouctou. Donc il a rédigé ce traité en 1615. Mon arabe est pathétique, donc je ne dirai pas le titre en arabe, mais il est plus connu sous le titre de Mirha al-Sour. Et en français, il est communément traduit par les conditions juridiques pour la possession de certaines catégories d'esclaves noirs. On voit bien déjà que dans le titre, il parle de conditions juridiques, donc il s'appuie sur des textes de loi, et il parle aussi de certaines catégories. Donc il veut bien montrer que toutes les catégories ne peuvent pas être assimilées comme étant les mêmes. Donc il y a une différenciation à faire. Donc je voudrais m'arrêter un peu sur ce texte qui figure parmi les fameux manuscrits de l'auteur qui sont encore disponibles aujourd'hui. Donc le point de départ de sa réflexion est, il faut le rappeler, un ensemble de questions qui lui ont été adressées par des lettrés de l'oasis de Touat, qui correspond aujourd'hui à l'Algérie actuelle, donc sur le caractère légal ou non de réduire en esclavage des individus musulmans capturés lors du djihad dans certaines régions du Soudan d'alors. Alors il s'agit du Bornou, de Kano, de Gao, de Katsina, etc. Et si on prend toutes ces questions ensemble, on peut les ramener à une double interrogation. D'abord, la première, est-on, selon les principes du Coran et la vie du prophète, autorisé à posséder des esclaves musulmans? Ça, c'est la première question centrale. L'autre question, c'est quel est le fondement juridique principal de l'esclavage? Alors, pour les Touatiens de l'époque, l'athéisme d'un individu capturé procure à celui qui capture cet individu, ou celui qui l'achète, un droit de possession. Donc l'infidélité, ici, est au fondement de l'esclavage. Alors, dans son délibéré, Ahmed Baba admet que, selon donc l'esprit de l'époque, que la source de l'esclavage est l'absence de foi en Dieu. En d'autres termes,
À partir du moment où un individu ne croit pas en Dieu, il est susceptible de devenir esclave. Cependant, Baba précise qu'un esclave soudanais dont la condition religieuse est connue doit être libéré immédiatement et sans questionnement. Donc cela signifie à ses yeux, comme je disais tout à l'heure, qu'un non-croyant, qu'il soit noir ou blanc, et quelle que soit son origine géographique, peut être réduit en esclavage selon un certain nombre de conditions, donc conformes au droit islamique. Mais Baba conteste par ailleurs l'interprétation, courante à l'époque et chez les auteurs arabes, qui fait des Noirs des descendants de Cham, maudits par un Tawhid, comme on le sait, qui est rapporté dans la Bible. Pour lui, la malédiction d'un seul, donc de Cham, ne peut s'appliquer à tous les descendants et ne peut donc justifier ni la vente ni l'achat d'individus noirs sans enquête préalable sur le statut religieux de ces personnes. Enfin, j'aimerais ici rappeler que Baba souligne auprès de ses interlocuteurs que la possession d'un esclave procure dans son maître des droits, mais également des devoirs, et notamment ceux d'en prendre soin comme d'un frère. Alors évidemment, selon nos normes d'aujourd'hui, on pourrait se demander pourquoi Baba ne condamne que partiellement l'esclavage, vu ta question. Mais ce serait, de mon point de vue, poser un jugement de type anachronique sur une époque où la pratique de l'esclavage était considérée comme justifiée ou du moins acceptée par le... Et malgré les limites morales que l'on pourrait déceler à cette analyse de Baba, on ne peut qu'être frappé par la rigueur de démonstration et le courage de Baba, pour qui le commerce des esclaves représentait, et je le cite, une des pires calamités de son siècle. Au vu de tout cela, pourquoi l'Afrique parle-t-elle si peu d'Ahmed Baba? Il y a bien sûr l'Institut des hautes études et des recherches islamiques de Tombouctou qui porte son nom, ainsi qu'un cratère sur la planète Mercure. Et puis ensuite, il y a une figure nationale du Mali, c'est clair aujourd'hui, mais le fait est qu'il n'est pas enseigné. Mais alors pas du tout, dans les écoles africaines. Cet éminent penseur a sombré dans l'oubli, semble-t-il. Alors je me demande, que représente sa figure aujourd'hui pour les Africains? D'abord, je ne savais pas qu'il y avait une planète qui portait son nom. C'est un cratère sur Mercure. Un cratère sur la planète Mercure, ça c'est fort intéressant. Je ne sais pas s'il y a une correspondance ou c'est une simple coïncidence. J'imagine qu'il y a forcément une correspondance. Oui, en fait, c'est à cause du Malien qui était à la NASA. Oui, Cheikh Modibo Diarra. Voilà, je crois que c'est lui qui a motivé cette affaire. Ouais. Exactement. Alors justement, Ahmed Baba n'est pas connu du grand public. En fait, il est connu d'un nombre très restreint de personnes, en gros des chercheurs. Tu as cité Cheikh Modibo Diarra, et ce n'est pas étonnant, c'est un éminent scientifique et chercheur malien, comme tu l'as dit, qui a travaillé à la NASA. Donc en fait, il s'agit pour la plupart de chercheurs, dans le cas de Cheikh Modibo Diarra, c'est évident, mais pour le reste, souvent, ce sont des chercheurs qui s'intéressent à l'époque dite médiévale africaine, dont on parlait tout à l'heure, en particulier de Tombouctou. Je disais que Tombouctou est à l'Afrique, ce que la Grèce est à l'Europe, et pour être encore plus précis, Tombouctou est au Mali, ce que Athènes est à la Grèce. Mais donc, d'une façon générale, il faut dire que cette méconnaissance de Baba est plutôt le reflet d'une plus grande méconnaissance de l'histoire intellectuelle africaine, et j'ai envie de dire de l'histoire africaine tout court. Quelle que soit l'époque, tu sais très bien, Alex, toi qui as cette émission très riche, notre histoire, l'histoire africaine reste largement méconnue. Et elle n'est quasiment pas enseignée ou très peu enseignée selon les pays, et encore moins l'histoire intellectuelle africaine. Donc ceci explique cela de la même façon. Luc, ça te dirait de faire honneur à la cuisine locale? Parce que selon le livre de recettes de cuisine du Tombouctou médiéval, écrit par Niaber Haïdara, on y trouve alors la version sans doute originale de la bouillie de mil. Allez, on se lance? À tout de suite, chers amis.